Chers amis de l'histoire, bonjour. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'une impasse médiévale située dans le quartier du Marais, l'impasse des Arbalétriers, qui aujourd'hui est un des meilleurs exemples des ruelles du Vieux Paris au XVe siècle. En effet, nous y retrouvons les pavés disjoints, les deux caniveaux latéraux, d'où vient l'expression « tenir le haut du pavé », qui était le privilège des gens de qualité de marcher sur la partie haute, c'est-à-dire la partie la plus propre de la rue. Les gens du commun, marchant où ils voulaient, ça n'intéressait absolument personne en ces temps-là. Et, vous le voyez, les encorbellements que les maisons possédaient tout au long du Moyen-Âge, car, voulant gagner de la place dans les étages, on faisait sortir les maisons, précisément, à partir du niveau du premier ou du second étage. Et c'est ainsi que cette impasse des Arbalétriers reste aujourd'hui un des meilleurs exemples de ces ruelles du Vieux Paris médiéval. Or, il se trouve qu'au début du XVe siècle, cette impasse va servir d'accès à une propriété qu'on appelait l'hôtel Barbette, et juste derrière les maisons qui se trouvent devant vous, il y a encore une rue Barbette qui laisse la trace précisément de cette ancienne propriété, et Barbette était prévôt des marchands sous Philippe le Bel. Chose très étrange, c'est lui qui, au Moyen-Âge, eut l'idée que dans les rapports entre les locataires et les propriétaires, il y aurait un terme de 3 mois. Et la loi Barbette, entre guillemets, elle a duré des siècles, puisqu'elle est arrivée jusqu'à nous, jusqu'à il y a quelques années, où ce délai de 3 mois a été transformé. Et passant l'Ancien Régime, la Révolution, l'Empire, la Restauration, le Second Empire et la République, la loi Barbette et ces 3 mois avaient traversé 7 siècles. Alors, il se trouve donc que cette propriété, au début du XVe siècle, va être reprise par Isabeau de Bavière, la femme du roi Charles VI, et ceci dans une circonstance très particulière. Il faut se rappeler que Charles VI avait une particularité originale, il était fou d'une folie cyclique dont on ne savait jamais quand il était fou de quand il ne l'était pas. Alors, mesdames, je vous le demande, un mari à moitié cinglé tous les 15 jours, qu'en faites-vous ? Eh bien, Isabeau de Bavière avait trouvé la solution. Elle avait mis son mari sous la garde d'une jeune personne ravissante et délicieuse qui s'appelait Odette de Chandivert. Et Odette de Chandivert était chargée de distraire, entendez surveiller, naturellement, Charles VI en lui apprenant à jouer aux cartes. Car au début du XVe siècle, elle lui apprend à jouer au tarot. Car les tarots arrivent d'Orient à ce moment-là, et c'est passionnant. Toute l'élite de l'Europe de l'Ouest adore ce jeu, qui, évidemment, dans un premier temps, est très intéressant, et surtout, permet de lire l'avenir. Donc, le tarot, c'est doublement passionnant. Je tiens à préciser que Odette de Chandivert aura 2 enfants de Charles VI en lui apprenant à jouer aux cartes, comme quoi les méthodes médiévales ne sont plus tout à fait les nôtres. Toujours est-il que pendant ce temps-là, Isabeau de Bavière se dit qu'elle va partir à la campagne avec des jeunes gens beaucoup moins fous et tout aussi séduisants que son mari. Et elle jette son dévolu sur le frère du mari, le duc Louis d'Orléans. Vous noterez au passage que, comme dans toute bonne pièce de boulevard des années 1900, il s'agit du beau-frère. Car, mesdames, j'aimerais vous poser une question. Comment se fait-il que depuis que le monde est monde, les femmes semblent, dans ce domaine-là, avoir un manque d'imagination extraordinaire? C'est presque toujours le beau-frère ou le voisin de palier. Mesdames, je vous le demande, comment se fait-il que vous ne tombiez jamais amoureuses des gens que vous ne rencontrez pas? Alors, Isabeau de Bavière jette son dévolu sur le beau-frère et part avec lui à la campagne. La campagne au XVe siècle, c'est la rue des Francs-Bourgeois aujourd'hui. Elle va donc s'installer dans cet hôtel Barbette. Nous sommes en 1407. Et bien entendu, les autres frères et oncles de Charles VI, duc de Berry, Jean sans peur, duc de Bourgogne, se disent que, eh bien, nous allons profiter de ce scandale mondain que le frère du roi cause en étant l'amant de la reine pour l'assassiner. Ça fera des parts plus grosses dans le gâteau du gouvernement pour ceux qui vont rester. Et c'est ainsi qu'un soir de novembre 1407, Jean sans peur, duc de Bourgogne, arrive avec 30 spadassins dans cette impasse, se mettent le long des encorbellements qui nous entourent et attendent de pied ferme Louis d'Orléans qui va sortir de chez Isabeau de Bavière à l'autre bout. Comme il fait ce soir-là un froid polaire, on ne veut pas attendre toute la nuit, on envoie un messager qui mande Louis d'Orléans à l'hôtel Saint-Paul, comme si Charles VI lui demandait de venir le voir à la résidence royale.
Bien entendu, Louis d'Orléans ne se méfie pas plus que ça, il a ses 5 gardes habituels, et je rappelle qu'en ces temps-là, il fait nuit noire, il n'y a aucun éclairage dans les rues. Donc, la petite troupe commence à sortir, il y en a un qui a un flambeau pour éclairer le passage, et ils commencent à remonter l'impasse. À peine sont-ils arrivés sous les encorbellements qui nous entourent, que les 30 leur tombent dessus, les trucident, les coupent en morceaux, et laissent les morceaux sanglants sur les pavés de l'impasse. Un quart d'heure plus tard, tout le monde est parti. Le lendemain, on vient ramasser les restes, parce que même au XVe siècle, les restes du frère du roi sur les pavés du Marais, ça fait désordre. Et 2 jours plus tard, enterrement en grande pompe, qui porte naturellement le cercueil de l'assassiné 2 jours avant, ce sont les assassins, bien sûr. Et je rappelle que cet assassinat de Louis d'Orléans dans cette impasse va entraîner une guerre civile de 30 ans, que l'on appelle la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Bourguignons, parce que dirigé par Jean sans Peur, duc de Bourgogne, l'assassin, et les Armagnacs, parce que dirigé par Bonne d'Armagnac, la veuve de Louis d'Orléans, l'assassinée. Et cette guerre, 1407-1437, va mettre Paris à feu et à sang à chaque fois qu'une des 2 factions reprenait le pouvoir dans la capitale. C'est à se demander comment il y a des gens qui ont réussi à survivre. Toujours est-il que c'est dans cette impasse qu'a commencé cette guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons à la suite de l'assassinat de Louis d'Orléans. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire sans secret et même de l'Histoire sans aucun secret.